Prépare-toi, Lise. Georges, l'histoire de Jean Charest. Georges. Georges. Laisser une marque aussi immense que Napoléon Bonaparte. Pour certains, Napoléon est un héros et un génie de la guerre. Pour d'autres, c'est un dirigeant dangereux qui a causé la mort de millions de personnes à travers toute l'Europe. Mais il y a une chose sur laquelle ils s'accordent tous. Napoléon est une personne extrêmement influente dans l'histoire. Mais pourquoi ? En seulement quelques années, il a réussi à changer la carte de l'Europe, à vaincre certaines des armées les plus puissantes de son époque et à établir un empire qui s'étendait sur une très grande partie du continent. Mais avant de devenir empereur, avant de devenir le symbole de la puissance de la France, et avant d'être craint par les rois d'Europe, il n'était qu'un jeune garçon né sur une petite île de la mer Méditerranée. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il n'est même pas né français. Napoléon est né le 15 août 1769 sur l'île de Corse. Aujourd'hui, celle-ci fait partie de la France. Mais au moment de sa naissance, l'île venait tout juste d'être conquise par les Français. Avant l'arrivée de la France, la Corse luttait depuis longtemps pour son indépendance. Beaucoup de Corses se sont opposés à l'arrivée des soldats français et ont farouchement défendu leurs terres. L'un de ceux qui ont soutenu la lutte pour l'indépendance était le père de Napoléon, Carlo Bonaparte. Mais lorsque la France a finalement gagné, il a aussi été contraint d'accepter le nouveau gouvernement. C'est à ce moment-là que le destin de la famille Bonaparte a commencé à changer. Bien qu'il ne soit pas riche, il faisait partie du petit groupe de familles locales ayant une certaine influence en Corse. Grâce à cela, le jeune Napoléon a eu l'occasion d'étudier dans des écoles contrôlées par la France. Mais sa vie d'étudiant n'a pas été facile. Lorsqu'il a été envoyé en France continentale, il était très différent de la plupart de ses camarades de classe. Il avait un fort accent corse. Au début, il ne maîtrisait pas bien le français. Les autres élèves se moquaient souvent de lui. On se moquait aussi de lui parce qu'il était de petite taille et venait d'une île lointaine, peu connue. Alors que les autres enfants jouaient et socialisaient, Napoléon préférait rester seul. Il aimait lire des livres sur l'histoire, la guerre et les grands dirigeants du passé. Il admirait particulièrement les célèbres conquérants comme Alexandre le Grand et Jules César. En grandissant, il a progressivement développé une conviction. Il croyait qu'il était destiné à de plus grandes choses. Il pensait aussi qu'il n'était pas une personne ordinaire. Et cette conviction allait devenir l'une des raisons les plus importantes pour lesquelles il est passé d'un simple garçon de l'île à l'homme le plus puissant d'Europe. Mais avant que tout cela n'arrive, une grande crise allait éclater en France. Une crise qui ferait tomber le roi, qui détruirait l'ancien système, et qui ouvrirait la porte à l'ascension d'un jeune officier nommé Napoléon Bonaparte. Dans cette vidéo, nous allons parler de la vie de Napoléon. Comment il est devenu un homme puissant alors qu'il n'était au départ qu'un simple garçon dont on se moquait. Et c'est ce que nous allons découvrir. Mais avant de poursuivre la discussion, j'aimerais vous demander de laisser un j'aime et de vous abonner. C'est déjà d'une grande aide pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Alors, revenons-en à notre sujet. Pendant que Napoléon grandissait, une autre personne influençait encore plus sa personnalité. Et ce n'est pas son père, mais sa mère, Laetitia Bonaparte. S'il y a une personne qui a eu une grande influence dans la vie de Napoléon, c'est probablement elle. Sa mère était une femme forte. Elle était également stricte dans l'éducation de ses enfants. Elle n'a pas permis à ses enfants de devenir gâtés, même lorsque la situation de leur famille s'est améliorée. Dès son plus jeune âge, Napoléon a appris la discipline, la persévérance et l'endurance face aux difficultés. Ces qualités lui ont beaucoup servi plus tard dans sa vie. Pendant ce temps, le ressentiment de Napoléon envers son père ne cessait de grandir. À ses yeux, son père avait abandonné la lutte pour la liberté de la Corse et avait préféré s'allier aux nouveaux dirigeants français. En réalité, c'est en grande partie grâce aux nouveaux dirigeants français que Napoléon a pu faire ses études. Mais en tant que jeune patriote corse, il ne l'a pas vu ainsi tout de suite. Pour lui, à l'époque, les véritables héros étaient ceux qui s'étaient battus pour leur terre, pas ceux qui avaient suivi le nouveau gouvernement. Lorsqu'il atteignit l'adolescence, il fut envoyé en France pour étudier dans une école militaire. C'est là que commença l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Imagine, tu es un jeune garçon venant d'une petite île. Soudain, tu te retrouves dans une école remplie d'enfants issus de familles riches. Presque tous tes camarades de classe sont plus riches que toi. Ils parlent mieux le français et sont plus habitués à la culture française. C'est exactement ce qu'a vécu Napoléon.
On se moquait souvent de lui à cause de son accent. Parfois on le taquinait même à cause de ses origines. Il n'était pas non plus très doué pour se faire des amis parmi les autres élèves. À cause de cela, il est devenu encore plus silencieux. Au lieu de jouer ou de discuter avec les autres, il préférait lire des livres. Il aimait beaucoup étudier l'histoire. Il aimait aussi lire sur les grands généraux et les célèbres guerres du passé. Peu à peu, un grand rêve a commencé à se former dans son esprit. Il ne voulait pas rester un simple soldat ordinaire. Il voulait se faire un nom. Il voulait devenir une personne importante dans l'histoire. À l'adolescence, il est finalement entré dans une formation militaire. C'est là qu'il a appris à utiliser l'artillerie, ou les gros canons, qui étaient l'une des armes les plus importantes de cette époque. Alors que de nombreux officiers étaient plus concentrés sur les méthodes traditionnelles de combat, Napoléon a sérieusement étudié comment utiliser l'artillerie de manière plus efficace sur le champ de bataille. Même s'il n'était pas encore célèbre à l'époque, il commençait déjà à se faire connaître comme un officier intelligent. Mais il y avait un gros problème, sa progression était lente. En France à cette époque, le talent ne suffisait pas. La famille, les connexions et l'argent comptaient beaucoup aussi, et Napoléon manquait de tout cela. Même s'il était travailleur et compétent, le succès attendu n'est pas venu immédiatement. Souvent, il avait l'impression que rien ne changeait et d'être bloqué. Il avait des rêves et des compétences, mais aucune grande opportunité. Il ne savait pas encore qu'il ne restait que quelques années avant que toute la France ne change complètement, et quand cela arriverait, sa vie changerait aussi. Car pendant que Napoléon attendait une opportunité, la crise en France ne cessait de s'aggraver. La dette du gouvernement augmentait, la colère des citoyens ordinaires grandissait. Beaucoup souffraient tandis que les nobles et les riches continuaient à vivre dans le luxe. Dans différentes villes, on commençait à entendre des appels au changement. Et le 14 juillet 1789, la colère des citoyens a explosé. Des milliers de personnes se sont rassemblées à Paris. Ils ont pris d'assaut la Bastille, une forteresse et une prison qui étaient devenues le symbole du pouvoir du roi. Cet événement est devenu l'un des moments les plus importants de l'histoire de la France, car à partir de ce jour-là, la Révolution française a commencé. Une révolution qui ne renverserait pas seulement l'ancien système, mais qui ouvrirait aussi la voie à l'ascension d'un jeune officier originaire de Corse. Pour beaucoup de gens, la Révolution française concerne la chute du roi et la révolte du peuple. Mais pour Napoléon, cela avait une signification différente. C'est l'occasion qu'il attendait depuis longtemps. Avant le début de la Révolution, les nobles contrôlaient presque tout, des postes importants dans l'armée et le gouvernement. Peu importe à quel point tu es compétent, il est difficile de progresser sans argent, nom de famille prestigieux ou famille puissante. C'est exactement le problème auquel Napoléon a été confronté. Il avait du talent, il avait de la discipline, mais il manquait de connexion. Lorsque l'ancien système de la France a commencé à s'effondrer, soudainement des portes qui étaient autrefois fermées aux gens comme lui se sont ouvertes. Alors que la situation à Paris était chaotique, Napoléon est retourné en Corse. Il espérait pouvoir se faire un nom dans la politique de sa propre île, mais les choses se sont passées autrement. Au lieu de l'accepter comme nouveau leader, de nombreuses personnes influentes en Corse continuaient de ne pas lui faire confiance. Les conflits entre différents groupes sur l'île se sont aggravés. Finalement, Napoléon s'est retrouvé du mauvais côté du conflit. Il est devenu dangereux pour lui et toute sa famille de rester là-bas. Ils ont été forcés de fuir et de se réfugier en France en 1793. C'est un événement important dans la vie de Napoléon, car après cela, il a progressivement abandonné son ancienne identité de nationaliste corse. Il se concentrait désormais sur son avenir en France, et c'est là que commencera sa véritable ascension. À son arrivée en France, le pays était encore en plein chaos. Il y avait des rébellions dans différentes régions, il y avait des ennemis à l'intérieur, il y avait aussi des ennemis à l'extérieur du pays. L'un des plus grands problèmes à l'époque était la ville de Toulon, dans le sud de la France. Toulon était important car c'était un grand port de la marine française. La perte de Toulon serait une grave menace pour la sécurité de la France. À l'époque, des habitants se sont révoltés avec le soutien de la Royal Navy britannique. À cause de cela, la situation est devenue plus compliquée. Ce n'était plus une simple rébellion. C'était aussi un combat contre l'une des marines les plus puissantes du monde. C'est ici que Napoléon a eu pour la première fois l'occasion de montrer ses compétences. À l'époque, il n'était qu'un jeune officier d'artillerie. Il n'était pas encore célèbre, il n'était pas encore connu dans toute la France. Mais il a rapidement remarqué une faiblesse importante chez l'ennemi. Au lieu d'attaquer directement toute la ville, il a suggéré de contrôler les positions stratégiques d'où l'on pouvait atteindre les navires britanniques. Le plan était simple.
Si les navires devaient abattre en retraite, défendre la ville deviendrait difficile. C'est ce qui arriva. Après de violents combats le 17 décembre 1773, les forces françaises ont triomphé. Les Britanniques ont été forcés de battre en retraite. La France a repris le contrôle de Toulon. Et pour la première fois, tout le pays a remarqué le nom de Napoléon Bonaparte, qui était auparavant un officier presque inconnu. Il a rapidement été promu au grade de général de brigade, mais son ascension ne s'est pas arrêtée là. Après presque 2 ans, ses compétences ont de nouveau été mises à l'épreuve. À Paris, il y avait des groupes qui s'opposaient au nouveau gouvernement. Le gouvernement craignait de perdre le contrôle de la capitale. C'est pourquoi il cherchait un officier prêt à agir rapidement et sans hésitation. Napoléon a été choisi. Lorsque les manifestants ont commencé à se diriger vers le centre du pouvoir, il a rapidement organisé la défense de ses soldats. Il a utilisé l'artillerie d'une manière rarement vue dans les affrontements urbains. Le résultat a été brutal. En très peu de temps, la révolte a été écrasée. Le gouvernement a repris le contrôle de Paris. Beaucoup ont salué, mais aussi critiqué, son usage extrême de la force. Mais pour les dirigeants du gouvernement, il a prouvé qu'il pouvait faire des choses que d'autres généraux évitaient. Ainsi, en récompense, il a de nouveau été promu à un poste plus élevé. À l'âge de 26 ans, il est désormais l'un des commandants militaires les plus importants de France. Le jeune homme qui était autrefois moqué à cause de son accent. L'étudiant sans relation ni richesse. L'officier que ses supérieurs remarquaient à peine. Aujourd'hui, il est une étoile montante de la Nouvelle République, et l'Europe ne sait pas encore que ce n'est que le début. Car dans les années à venir, le nom Napoléon Bonaparte deviendra un symbole de victoire, de peur et de puissance sur presque tout le continent. À ce stade de l'histoire, Napoléon n'est plus seulement connu comme un excellent officier. Il devient peu à peu le général le plus important de la France. Mais pour comprendre pourquoi il est devenu si célèbre, nous devons examiner la situation de l'Europe à cette époque. Après la Révolution française, de nombreux rois et monarchies en Europe ont eu peur. Ils ont vu comment le roi de France avait été renversé. Ils ont également vu comment le pouvoir de l'ancienne aristocratie avait pris fin. À cause de cela, ils craignaient que la même idée ne se répande dans leur propre pays. C'est pourquoi certains royaumes ont commencé à unir leurs forces contre la France. L'un des plus grands adversaires à l'époque était l'Autriche. C'est là qu'intervient Napoléon. En 1796, on lui confia le commandement de l'armée française en Italie. À première vue, cela ne semblait pas être une bonne affectation. Beaucoup de soldats manquaient de nourriture et d'équipement. Le moral de l'armée était également bas. Beaucoup étaient déjà fatigués par les guerres successives, mais Napoléon a fait les choses différemment. Au lieu de blâmer ses soldats, il leur a fait croire qu'ils pouvaient la gagner. Il était toujours en première ligne. Les soldats le voyaient lors des inspections, pendant les marches et même près du champ de bataille lui-même. Grâce à cela, ils ont rapidement accordé leur confiance à leur nouveau commandant. Mais il ne comptait pas seulement sur ses paroles, il était aussi excellent en stratégie. Au lieu d'affronter tous ses ennemis en même temps, il a choisi de cibler séparément l'armée autrichienne et celle de leurs alliés. Avant même qu'ils ne puissent se regrouper, il les avait déjà vaincus un par un. C'est l'une des tactiques qu'il allait utiliser à plusieurs reprises dans les années à venir. Des mouvements rapides, des attaques soudaines et frapper la partie la plus faible de l'ennemi. Ensuite, les succès de la France dans le nord de l'Italie se sont enchaînés dans le nord de l'Italie. L'armée, autrefois affamée et démoralisée, est devenue l'une des plus efficaces d'Europe. En même temps, la réputation de Napoléon ne cessait de grandir. Il n'était plus seulement connu en France, on parlait aussi de lui dans d'autres pays. Pour les Français, il était un héros. Pour les ennemis de la France, il représentait une menace grandissante. Alors que son influence s'étendait en Europe, il décida de lancer une autre grande campagne. Cette fois-ci, ce n'était pas en Italie, mais en Égypte. Les gens pensent souvent qu'il voulait simplement conquérir l'Égypte. Mais il y avait une raison bien plus importante derrière cela. À cette époque, la Grande-Bretagne était le pays le plus puissant en matière de commerce et de marine. L'une des routes commerciales les plus importantes passait par la Méditerranée et se dirigeait vers l'Orient. Napoléon croyait que s'il pouvait contrôler l'Égypte, il aurait l'occasion d'affaiblir l'influence de la Grande-Bretagne. Il y a remporté quelques succès sur terre. Mais en mer, ce fut une toute autre histoire. Une grande partie de la flotte française fut détruite après la bataille du Nil contre la marine britannique de l'amiral Horatio Nelson. À cause de cela, il est devenu difficile pour la France de maintenir son contrôle sur la région.
Au final, toute la campagne d'Égypte n'a pas été aussi réussie qu'il l'espérait. Mais Napoléon était différent. Même si l'opération n'a pas complètement réussi, sa popularité est restée intacte en France. À son retour à Paris en 1799, il a été accueilli comme un héros national. Et justement à ce moment-là, le pays était de nouveau en crise. L'économie était faible, le gouvernement faisait face à de nombreux problèmes. Il y avait des menaces venant de l'étranger, et beaucoup de citoyens perdaient en confiance dans les dirigeants qui étaient au pouvoir après la Révolution. En d'autres termes, la France cherchait un leader fort, et beaucoup de gens ont vu en Napoléon la réponse. Le 17 novembre, ou plutôt le 18, Brumaire 1779 selon le calendrier révolutionnaire, il y a eu une prise de pouvoir politique qui est aujourd'hui connue sous le nom de coup d'État du 18 Brumaire. Avec l'aide de ses alliés militaires et politiques, l'ancien gouvernement est tombé. Un nouveau système a été instauré. Et dans ce nouveau gouvernement, Napoléon est devenu l'homme le plus puissant. Même s'il était officiellement appelé premier consul, presque tout le monde savait qui contrôlait réellement le pays. À l'âge de 30 ans, le jeune homme autrefois moqué à l'école militaire était devenu le dirigeant de la France. Mais pour Napoléon, cela ne suffisait pas encore. Il ne voulait pas être simplement un dirigeant temporaire. Il avait des plans bien plus grands. Et pour y parvenir, il devait d'abord prouver qu'il pouvait sauver la France de ses ennemis. Car pendant qu'il réorganisait le gouvernement à Paris, l'Autriche se préparait à nouveau pour une autre guerre. Et l'une des campagnes les plus importantes allait à bientôt commencer. Tout au long de la vie de Napoléon Bonaparte, en l'an 1800, il était clair dans toute l'Europe que Napoléon Bonaparte n'était pas un dirigeant ordinaire. Mais il y avait un gros problème. La France n'était pas encore totalement en sécurité. Bien qu'il ait déjà remporté de nombreuses victoires, l'Autriche continuait de lutter contre son gouvernement. Les monarchies d'Europe refusaient d'accepter qu'un ancien jeune officier venu de Corse contrôle désormais l'un des pays les plus puissants du continent. Ainsi, l'Autriche se prépara de nouveau pour la guerre. Et comme d'habitude pour Napoléon, il n'a pas attendu d'être attaqué. Il a lui-même pris l'initiative. Au printemps 1800, il a mené une immense armée à travers les Alpes. Aujourd'hui, il est facile de regarder les Alpes sur une carte. À l'époque, c'était l'une des chaînes de montagnes les plus difficiles à traverser en Europe. La neige était épaisse, les chemins escarpés et le temps froid. Et plus difficile encore, ils devaient en transporter leurs canons, leurs munitions, leur nourriture et d'autres équipements en gravissant la montagne. Beaucoup de soldats ont souffert pendant le voyage. Certains n'ont même pas réussi à atteindre l'autre côté. Mais malgré cela, ils ont réussi à traverser. Et une fois de plus, ils ont surpris leurs ennemis. L'Autriche ne s'attendait pas à ce que l'armée de Napoléon puisse se déplacer aussi rapidement, quelques jours seulement après la traversée dangereuse. Ils ont participé à l'une des batailles majeures de la campagne, la bataille de Marengo. Au début, les Français semblaient un an perdant et des unités battaient en retraite. Beaucoup de commandants autrichiens pensaient que la victoire leur appartenait déjà. Mais lorsque les renforts de Napoléon sont arrivés, le cours de la guerre a soudainement changé. D'une défaite presque certaine, la France a obtenu une grande victoire. Après cette campagne, l'Autriche a de nouveau été forcée de conclure la paix. Un autre grand obstacle venait d'être écarté du chemin de Napoléon. Mais aussi puissant qu'il soit sur terre, il y avait encore un pays que Napoléon ne pouvait pas contrôler, la Grande-Bretagne. Si Napoléon régnait sur terre, mais la Grande-Bretagne régnait sur les mers. Il possédait la marine la plus puissante du monde. Il contrôlait les routes commerciales les plus importantes, et il tirait d'immenses richesses de leur empire mondial. Napoléon savait que tant que la Grande-Bretagne resterait puissante, sa domination sur l'Europe ne serait jamais totale. C'est pourquoi il a commencé à planifier quelque chose de presque impossible, l'invasion même de l'Angleterre. Il a rassemblé une armée, planifié des opérations et s'est préparé à une possible traversée de la Manche. Mais cela ne s'est jamais réalisé. Alors qu'il était occupé par de nouvelles guerres en Europe, la France a subi un autre grand coup dur. En octobre 1805 a eu lieu la bataille de Trafalgar. Ici, la flotte combinée de la France et de l'Espagne a été presque détruite face à la Royal Navy britannique sous le commandement de l'amiral Horatio Nelson. Cet événement est très important, car après Trafalgar, Napoléon a presque complètement perdu tout espoir de conquérir l'Angleterre. À partir de ce moment-là, il est devenu clair qu'il ne pourrait pas contrôler la mer comme il contrôlait la terre. Mais alors qu'il avait des problèmes sur les mers, il devenait de plus en plus puissant à l'intérieur de la France. Le 2 décembre 1804, l'une des scènes les plus célèbres de sa vie a eu lieu. Il est officiellement devenu empereur de France.
Il est important de se rappeler qu'il y a seulement quelques années, la Révolution française avait renversé la monarchie. Maintenant, il y a un nouvel empereur. Mais il y a une grande différence. Lors d'un couronnement traditionnel, la couronne est placée sur la tête du roi par l'Église ou une autre personne puissante. Mais pour Napoléon, il s'est passé quelque chose de différent. Devant les invités et les officiels, il a lui-même posé la couronne sur sa tête. Pour beaucoup, le message était clair. Personne ne lui a donné le pouvoir. Il l'a pris lui-même. 1 an plus tard seulement, il allait faire face à la plus grande épreuve de sa carrière. L'Autriche et la Russie ont uni leurs forces pour mettre fin à son expansion en Europe. Leur armée était grande, ils avaient beaucoup de soldats. Et ils étaient convaincus de pouvoir vaincre l'empereur de France. Mais ils ne savaient pas qu'ils allaient droit dans un piège. Le 2 décembre 1805, les armées se sont affrontées à Austerlitz. Aujourd'hui, cela fait partie de la République tchèque. C'est la bataille souvent considérée comme le plus grand succès de Napoléon. Au lieu de montrer toute sa force, Napoléon a délibérément fait paraître certaines parties de son armée faible. Les ennemis l'ont cru. Et lorsque les ennemis ont attaqué la partie qu'ils pensaient en faible, c'est là que Napoléon a mis son véritable plan à exécution. Il a frappé le centre de leur ligne. L'armée autrichienne et russe a été divisée. Leur coordination s'est effondrée. Et avant la fin de la journée, le résultat était déjà clair. C'était encore une immense victoire pour la France. Après Austerlitz, presque rien ne pouvait arrêter Napoléon sur ce continent. Les pays, les uns après les autres, ont été forcés de se soumettre à son influence. Armée après armée a également échoué à l'arrêter. En seulement quelques années, le jeune Corse d'autrefois était devenu l'homme le plus puissant de presque toute l'Europe. Mais à mesure que son empire grandissait, il y avait encore un pays qui ne se pliait pas à sa volonté. Et ce pays, c'était la Russie. Le prochain chapitre de sa vie ne portait plus sur l'ascension vers le sommet, mais sur la rapidité avec laquelle on peut chuter. Il y avait une personne qu'il semblait incapable de vaincre. Mais comme beaucoup de puissants empires dans l'histoire, la chute de Napoléon n'a pas commencé à cause d'une seule bataille. Tout a commencé à cause d'une décision, une erreur de jugement. Et cette décision fut d'envahir la Russie. En 1812, Napoléon contrôlait ou influençait déjà une grande partie de l'Europe. Il avait vaincu de nombreux rois. De nombreux pays furent forcés de se plier à ses volontés. Mais il restait une grande puissance qui résistait encore à son influence, l'Empire de Russie. Sous la direction du tsar Alexandre Ier, la Russie ne suivait pas les politiques voulues par Napoléon pour affaiblir la Grande-Bretagne. À cause de cela, il décida de lancer la plus grande campagne de toute sa carrière. Le 24 juin 1812, la gigantesque armée de Napoléon traversa la rivière Neman, entrant sur le territoire russe. Selon les historiens, plus d'1 demi-million de soldats venus de différentes parties de l'Europe participaient à cette campagne. C'était l'une des plus grandes armées que l'Europe ait jamais vues à cette époque. Au début, Napoléon s'attendait à une grande bataille qui forcerait rapidement la Russie à se rendre. Mais les Russes avaient un autre plan. Au lieu d'affronter immédiatement les Français, ils continuaient à se replier plus profondément sur leur territoire. En se repliant, ils détruisaient la nourriture, les entrepôts, les ponts et d'autres ressources qui pouvaient être utilisées par l'ennemi. On appelle cela la stratégie de la terre brûlée. L'objectif est simple. Lorsque l'armée de Napoléon ne pouvait pas obtenir de nourriture ni de ravitaillement, elle s'affaiblissait progressivement à mesure qu'elle s'enfonçait en Russie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Au fur et à mesure que la route s'allongeait, il devenait plus difficile d'apporter nourriture et matériel. De plus en plus de soldats tombaient trop malades ou mouraient. Même si la grande bataille de Borodino a eu lieu le 7 septembre 1812, elle n'a pas apporté la victoire claire que Napoléon espérait. Ce fut l'une des batailles les plus sanglantes de toutes les guerres napoléoniennes. Des milliers de soldats des deux camps sont morts en une seule journée. Quelques jours plus tard, l'armée de Napoléon est arrivée à Moscou. Mais un autre problème s'est posé. La ville était presque déserte. La plupart des habitants avaient quitté la ville. Et en peu de temps, une grande partie de Moscou a été dévorée par les flammes. Jusqu'à aujourd'hui, les historiens débattent encore de la véritable cause de ces incendies. Maintenant, il se trouvait au cœur de la Russie. Mais il n'a obtenu ni paix, ni reddition, ni victoire claire. Alors que le temps se refroidissait, il a dû battre en retraite, marquant le début de la véritable tragédie. Son armée ne faisait pas seulement face à l'ennemi, mais aussi à la faim, à la maladie, à la fatigue et au froid extrême. Beaucoup de soldats n'avaient pas de vêtements d'hiver adéquats. De nombreux chevaux sont morts. Les unités ont manqué de nourriture.
Alors qu'ils se retiraient en tenco vers l'Europe, ce matin, et c'était l'été interrant, ils étaient continuellement poursuivis par les forces russes. À la fin de la campagne, seule une petite partie de l'armée d'origine est revenue. L'empereur, autrefois considéré comme invincible, a subi la plus grande défaite de sa vie, et toute l'Europe l'a immédiatement ressenti. Lorsque ses ennemis ont appris que la France était affaiblie, ils ont commencé à unir leurs forces. La Grande-Bretagne, l'Autriche, la Prusse, la Russie et d'autres pays. Ils se sont unis pour mettre fin au règne de Napoléon. En 1813, la bataille de Leipzig a eu lieu dans l'actuelle Allemagne. On l'appelle souvent la bataille des nations en raison du grand nombre de pays participants. C'est là que Napoléon a subi une autre lourde défaite. Après cela, son empire s'est rapidement effondré. Peu à peu, ses anciens alliés se sont retournés contre lui. Les territoires qu'il contrôlait autrefois ont commencé à se détacher. Et finalement, les armées ennemies sont arrivées en France même. En avril 1814, il a été contraint d'abdiquer en tant qu'empereur. Son règne a pris fin, ou du moins c'est ce que tout le monde pensait. Il a été envoyé sur la petite île d'Elbe, en Méditerranée. Là, il était censé vivre comme un ancien dirigeant sans aucun pouvoir, mais Napoléon n'était pas le genre d'homme à abandonner facilement. Après environ 10 mois, il s'est échappé de l'île d'Elbe. Avec seulement un petit groupe de fidèles, il est retourné en France. Et c'est là qu'un événement s'est produit. Lors de l'un des retours les plus impressionnants de l'histoire, alors qu'il se dirigeait vers Paris, les soldats envoyés pour l'arrêter se sont joints à lui un par un. Au lieu de l'arrêter, ils l'ont reconnu à nouveau comme leur empereur. Son soutien a rapidement grandi. Lorsqu'il est arrivé à Paris, le roi s'est enfui. Et Napoléon a repris le pouvoir. Mais la situation n'était plus comme avant. Les pays d'Europe ont été surpris. Pour eux, l'homme qu'ils avaient passé des années à essayer de renverser était de retour. Alors ils ont de nouveau uni leurs forces. Cette fois, ils étaient déterminés à en finir une bonne fois pour toutes. Le 18 juin 1815, la dernière grande bataille de Napoléon a eu lieu. La bataille de Waterloo, dans l'actuelle Belgique. Au début, il semblait encore capable de gagner. Mais il y a eu quelques problèmes de coordination et de timing dans ses offensives. Au fur et à mesure que la bataille se poursuivait, des renforts prussiens sont arrivés pour aider l'armée du duc de Wellington. Peu à peu, la situation s'est renversée. Et finalement, l'armée de France a été vaincue. Waterloo a marqué la fin de son retour. Après cela, il a de nouveau abdiqué en tant qu'empereur. Mais cette fois, il n'y avait plus de seconde chance. La Grande-Bretagne l'a envoyé sur la lointaine île de Sainte-Hélène dans l'océan Atlantique Sud. C'est très loin de l'Europe. C'est aussi très loin de toute possibilité d'évasion. C'est là qu'il a passé les dernières années de sa vie. L'homme qui avait autrefois renversé des rois. L'homme qui avait autrefois dicté le destin de l'Europe. L'homme qui fut autrefois le dirigeant le plus redouté du continent. Aujourd'hui, il ne fait que regarder la mer depuis une île lointaine. Le 5 mai 1821, Napoléon était mort à l'âge de 51 ans. Beaucoup d'historiens pensent que c'est un cancer de l'estomac qui a causé sa mort. Mais même après sa mort, son influence ne s'est pas arrêtée. Jusqu'à aujourd'hui, ces tactiques sont encore étudiées dans les académies militaires du monde entier. De nombreuses lois et réformes qu'il a mises en place sont encore les fondations de l'Europe moderne.